Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung 40 Jahre Ottawa Charta in der Schweiz, Gesundheitsförderung im Wandel. Und da bespreche ich im Namen der Fachgruppe Gesundheitsförderung und Prävention von Public Health Schweiz. Wir haben das organisiert zusammen mit Gesundheitsförderung Schweiz und mit der Swiss School of Public Health. Wir freuen uns eben ganz besonders, dass jetzt heute das wichtige Thema Partizipation in der Gesundheitsförderung, Prinzip, Prozess, Praxis auf dem Programm steht. Und wir freuen uns auch sehr, dass Gesundheitsförderung Schweiz hier den Lead übernommen hat, Chloe Saas eben in Persona, die sich sehr mit dem Thema eben beschäftigt und eben natürlich die Stiftung. Und sie wird da einführen, was die Stiftung alles macht zu dem Thema. Und eben wir werden hören, was sie zu sagen hat. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir nochmal mehr eine Praxisperspektive dazu hören werden von Remo Schraner von der Universität Basel, also mehr aus einer Forschungsperspektive, eben aus dem Bereich partizipative Forschung, wo wir sicherlich spannende Einblicke bekommen dann in die Herausforderungen in der partizipativen Forschung letztendlich. Genau. Zum Programm kommen wir oder führt dann Chloe Saas ein. Mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als noch zu erwähnen zum technischen Ablauf. Eben das Webinar dauert jetzt 1 Stunde bis 13 Uhr und Sie haben eben leider nicht die Möglichkeit, dass Sie die Kamera oder das Mikrofon anschalten, sondern Sie sind automatisch stumm geschalten, aber die Möglichkeit eben Fragen über den Chat einzugeben. Die werden wir danach dann auch aufgreifen und noch versuchen zu beantworten. Darüber hinaus möchte ich noch darauf hinweisen, dass eine KI-Simultanübersetzung angeboten wird und wie das funktioniert, wird im Chat geteilt, die Anweisung dazu. Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Webinar aufgezeichnet wird, auch mit dem Hintergrund, dass es danach noch zur Verfügung steht und allen Personen zur Verfügung steht, die nicht teilnehmen konnten, wird das Webinar dann die Aufzeichnung auf Public Health Schweiz auf der Homepage hochgeladen, sowie auch alle Folien. Das schon mal vorneweg. Und Sie erhalten dann auch nachträglich nach diesem Webinar nochmal eine Mail mit allen Infos und dem Link auch zu der Aufzeichnung und zu den Folien. Genau, ich glaube, das war's von meiner Seite, außer es gibt noch was Wichtiges, was ich vergessen habe, gerne ergänzen. Ansonsten übergebe ich gern an Chloe und wir freuen uns auf euren Beitrag. Merci Verena pour cette introduction. Donc moi je vais parler en français. Merci aussi pour toute l'organisation de ce séminaire. Merci à toutes et tous d'être là. Malheureusement, je ne vous vois pas, mais je vous imagine derrière vos initiales. J'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire cette première partie sur des notions un petit peu plus théoriques. Donc, on va parler plutôt des principes et du qu'est-ce que c'est la participation en promotion de la santé. Et ensuite, comme l'a dit Verena, Remo va nous parler d'un exemple très pratique, très, très concret. Donc, on va faire un peu une approche en entonnoir. Tu peux passer la slide next, Verena. Merci. Donc, peut-être juste en quelques mots, donc moi, je représente ici Promotion Santé Suisse. Je travaille comme responsable de l'unité des relations publiques chez Promotion Santé Suisse et je suis aussi membre de la direction. Ça fait environ, maintenant quand je compte 25 ans que je travaille dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention. Et dans une autre vie, j'ai aussi mené des démarches participatives dans le domaine de la promotion de la santé. Donc, si je vous l'amène aussi d'une manière un peu plus théorique aujourd'hui, je l'ai aussi testé, pratiqué, j'ai transpiré avec la participation. Donc, n'hésitez pas aussi à la fin, si vous avez des questions, nous pourrons échanger volontiers. Donc, le programme en quelques mots, on va parler de ce terme général, qu'est-ce qu'on entend par la participation en promotion de la santé. Je vais vous présenter un cadre de référence au niveau suisse qui a été développé avec les cantons et Promotion Santé Suisse. Et puis, je vais aussi vous montrer comment, chez Promotion Santé Suisse, donc Fondation nationale,
on est imprégné aussi de cette notion, comment on l'illustre à travers quelques exemples chez nous, dans les projets qu'on soutient ou de d'autres différentes manières. Et puis ensuite, on aura un exemple de projet participatif, comme ça a été dit. Next. J'ai comme on est à l'heure du dîner, peut-être que vous mangez derrière vos écrans, un petit apéro, un petit amuse-bouche pour vous faire quand même participer un minimum. Je vais vous poser une question. Je vous demande de pas tout de suite y répondre, mais vous pouvez préparer votre réponse dans le chat. Et quand je dirai, je vais compter jusqu'à 3, et quand je dirai le dernier chiffre, vous pourrez le poster. Ça va faire beaucoup de mots en même temps. Mais j'avais envie de commencer. Je ne pourrais pas tout commenter et voir, mais d'essayer cet exercice. Donc, si vous entendez le mot participation de manière très spontanée, comme ça, sans trop réfléchir, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Donc, je vous laisse écrire dans le chat, ça peut être 1 ou 2 mots, et puis vous ne l'envoyez pas encore. Voilà, et maintenant je compte 3, 2, 1, vous pouvez l'envoyer. Merci. Donc, on voit qu'il y a déjà des mots qui apparaissent comme l'engagement, l'implication, la population, consulter la démocratie, la notion de co-création. Oui, je vais m'arrêter là. Et c'est des termes qui sont plutôt positifs. On peut retrouver aussi des fois les noms de complexité ou de, de temps et d'écoute. Ça, je crois que ça apparaît aussi. Mais c'est des notions qu'on va certainement revoir. Alors, on peut passer à la suivante. Donc, en fait, pourquoi on parle aujourd'hui de participation et qu'est-ce que ça a à voir avec la charte d'Ottawa dont on fête les 40 ans? Donc ces 40 ans, ça peut sembler beaucoup, mais pas beaucoup non plus dans toute l'histoire de ce domaine. En fait, quand on a signé la charte d'Ottawa il y a 40 ans, il y avait différents principes, 5 grands principes. Et un de ces principes était la notion de participation et aussi d'empowerment. Donc, au Québec, on dit empouvoirment en bon français. Donc, la notion de prendre le pouvoir aussi et d'avoir les capacités de. Qui est une notion qu'on retrouve peut-être plus dans le domaine du travail social que de la santé publique. Et donc, on avait ces notions-là, et c'est sur ça qu'on va parler, enfin qu'on va traiter les choses aujourd'hui. Next. Et donc, on va passer du plus gros cadre au plus petit, à la mise en œuvre. Et puis, peut-être quelques mots avant, pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément Promotion Santé Suisse. En fait, on a une approche, on a des partenariats, on a des programmes, on a des prestations. Et puis, on a différents niveaux de partenaires, de parties prenantes qui vont, eux, développer des programmes sur leur terrain. Donc, on n'est pas directement, en bon français, B2B, on est plutôt B2C. Enfin, le contraire, on va passer avec nos partenaires qui, eux, vont aller sur le terrain ou encore avec des autres partenaires pour agir au final sur la population. Peut-être juste pour fixer le cadre. Suivante. Nos domaines d'intervention, donc on a les programmes d'action Cotonou, ce qu'on appelle les PAC. On oublie parfois qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière PAC, donc programme d'action Cotonou, la gestion de santé en entreprise, la prévention dans le domaine des soins. Donc tout ça, on est dans les maladies non transmissibles. Et puis notre mandat légal, c'est de stimuler, coordonner et évaluer. Voilà, juste quelques mots sur le contexte aussi de Promotion Santé Suisse. Next. Donc, pour en revenir à cette idée de participation, Promotion Santé Suisse avait aussi dans ses critères de sélection de projets ou de qualité la notion de participation. Et puis, les différents cantons, notamment les cantons latins, donc Suisse romande et Tessin, qui sont organisés dans une conférence, disaient que c'était difficile parce qu'on ne savait pas vraiment comment répondre à ça, qu'est-ce qu'on entendait par la participation, parce qu'on avait différentes définitions et il n'y avait pas de cadre de référence commun.
Donc, il y avait la volonté de dire il faudrait qu'on parle tous le même langage et qu'on sache de quoi on parle quand on parle de participation et qu'est-ce qu'on entend par participation. Donc, on a créé un cadre de référence, je vais vous montrer comment. Et puis, au-delà de ce cadre, il y avait aussi cette idée de montrer, d'illustrer à travers quelques approches et projets comment vit, en fait, comment concrètement on passe d'un concept à une mise en œuvre au niveau de la participation. Next. Donc, pour ce premier élément, ce cadre de référence, il a été créé en partenariat avec les cantons latins, donc la Conférence latine des délégués à la prévention et promotion de la santé, qu'on appelle la CPPS, avec le soutien de Promotion Santé Suisse, puisqu'on trouvait que c'était important effectivement d'avoir ce cadre partagé. C'est un document qu'on trouve en français, en allemand et en italien. Comme l'a dit Verena, vous aurez toutes les références, l'enregistrement et les PowerPoint sur le site, donc vous pourrez sans autre retrouver ces documents si vous le souhaitez. Next. Et puis l'idée, c'était vraiment de dire, on aimerait comprendre ce qu'il y a derrière ce concept. Et puis, on aimerait avoir ce même langage parce que, en fait, la mise en œuvre, c'est un beau terme, mais la mise en œuvre, elle est parfois difficile. On aimerait tous faire la participation. Quand on remplit un projet ou qu'on a une idée, un projet en tête, on souhaite en faire, mais on ne sait pas toujours ce que c'est exactement. Et puis, on sait aussi que qu'il y a des impacts très positifs à travailler dans des processus participatifs, parce que l'idée derrière, c'est vraiment de partir sur les besoins des bénéficiaires, de la population. Et l'hypothèse, c'est de dire que si on part des besoins, le projet ou l'action sera la plus pérenne possible. Donc, pour réaliser ce cadre de référence, il y a déjà eu une première partie qui travaillait sur le cadre théorique, donc basé sur la littérature. On retrouvait ces notions de participation beaucoup dans l'aménagement du territoire, mais aussi dans le travail social. Et puis là, c'était de comment on se réapproprie vraiment ces termes pour le domaine de la promotion de la santé, de quoi on parle au niveau de la littérature. Et ensuite, une fois qu'on avait cette approche de la littérature, on l'a mis à l'épreuve de 8 projets qui étaient participatifs dans différents cantons, à différents niveaux, avec différents degrés de participation. Et puis, on a testé pour voir si ce modèle tenait la route et puis qu'est-ce que ça voulait dire. Next. Donc, au niveau du contenu de ce rapport, on y retrouve la définition de qu'est-ce que c'est la participation. Il y a un chapitre qui est aussi important, évidemment, c'est sur les parties prenantes d'un processus participatif, qui doit faire partie d'un processus participatif selon le projet. Et à chaque fois, dans ce guide, on a une espèce de checklist ou des points auxquels il faut être attentif, auxquels il faut penser quand on veut soit définir si on a un processus participatif, soit le créer. On a aussi la définition, je vais y revenir, sur les types d'implication des parties prenantes. Donc, les parties prenantes, comment elles s'impliquent, comment elles participent, parce que de quoi on parle, à quel niveau. C'est aussi important de le poser. Les étapes aussi d'un processus participatif. Et point aussi très important, c'est les écueils, les difficultés. Qu'est-ce qui peut être difficile, à quoi il faut faire attention, parce que tout n'est pas si facile et si évident quand on mène un tel processus. Et quelles sont les conditions cadres, les conditions de possibilité pour mener un tel processus. Et puis, on a cette partie 8 qui est très pratique, c'est de vraiment quelles sont les questions à se poser quand on veut démarrer un processus participatif. Next. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on entend en fait par la participation en promotion de la santé? J'ai listé ici quelques notions clés. En fait, la participation, c'est avant tout une méthode ou une posture professionnelle qui devrait, dans tous les cas, être envisagée. On devrait toujours, avant un projet, quand on a une idée ou quand on développe un projet, se dire, mais est-ce qu'elle est participative? Qui sont les parties prenantes? Comment elles vont participer, à quel niveau, etc. Mais en même temps, ça ne doit pas être une fin en soi. Ce n'est pas forcément un objectif toujours que ce soit participatif. Ça peut ne pas faire sens pour plusieurs raisons. On va le voir aussi après. Donc,
ce qui est important, c'est toujours d'y penser et de l'envisager, mais c'est pas non plus une fin en soi. Hem, on sait aussi que l'aspect positif d'une démarche participative, c'est que, c'est un processus qui pourra, avoir une durée parce que, les personnes qui l'ont testé, qui l'ont vécu, pourront aussi certainement le reproduire. Il y a ce qu'on appelle aussi cet effet, multiplicateur parce que en fait, quand ça fonctionne bien, on est convaincu en fait que ça marche et puis c'est quelque chose qu'on veut essayer de refaire. On a aussi, parlé de la question, du mot communautaire. Alors je ne sais pas si en allemand on retrouve cette même, notion, mais on parle plutôt de processus, participatif que de participation, communautaire parce que, même si la communauté, elle revient un peu avec, l'ère des réseaux sociaux, mais le problème de la communauté, c'est qu'on a aussi un sentiment d'appartenance, en fait, dans le processus participatif qui est pas toujours présent. On n'appartient pas à une seule communauté en général, hein, qu'elle soit géographique, professionnelle, place sociale et cetera. Et puis on peut aussi s'inscrire de manière temporaire dans une communauté. Donc voilà, on part vraiment plutôt du processus, participatif. Heu, là, on a une différence quand je reprends les notions là, peut-être qui sont importantes, et qu'on retrouve aussi dans le champ du travail social. C'est plutôt, de faire avec ou de participer, hein, de pas faire avec et pas faire pour. C'est apprendre à pêcher et pas donner du poisson, à manger, hein, dans cette image qu'on retrouve dans certains domaines. Hem et puis, ben, cette idée de processus, de durée, heu et de représentativité qui a aussi un enjeu, c'est-à-dire que les personnes qui participent doivent pouvoir aussi représenter quand même, bah, le groupe, pour lequel elles sont venues et évidemment, bah, la notion de empowerment. On peut passer, next. Donc par rapport à tout ça, la définition qui a été, retenue, c'est que dans ce document, dans ce cadre de référence, c'est que la participation est un processus social où un groupe d'individus va prendre part, donc premièrement à l'identification de ses propres besoins. Donc on ne va pas définir pour elle ses besoins, on va vraiment, laisser un champ ouvert pour que ce soit, la population, enfin le groupe qui, puisse exprimer ses besoins. Elle va prendre part aussi à la décision et puis à l'établissement de mécanismes ou mesures pour répondre à ces besoins. Donc, la définition idéale, c'est celle-ci et puis on verra que voilà, on a une certaine marge de manœuvre pour les interprétations. Next. Merci. Un point aussi important, je l'ai dit avant, c'est les parties prenantes. D'une démarche participative. Donc, on a, ici identifié trois groupes, 3 gros groupes. C'est les bénéficiaires, donc les personnes qui vont pouvoir, pour qui le projet est fait, en fait. Donc, les personnes qui sont directement, concernées. On a aussi ce qu'on a appelé les acteurs de proximité, donc c'est toutes les personnes qui vont travailler, autour du projet. Donc ça peut être, les multiplicateurs, les experts, les personnes qui gèrent le projet, qui font la gestion de projet. Et puis on a encore un 3e, une troisième partie prenante, c'est les instances décisionnelles, donc qui vont, peut-être, au niveau politique, au niveau financier, soutenir la démarche et puis, bah, ces 3 niveaux, sont parfois investis de manière différente dans une démarche participative. Donc ça peut aider aussi de différencier dans un projet, qui sont ces parties prenantes avec ces 3 grandes catégories. Next. Dans le document, dans le cadre de référence, on a réalisé un espèce de tableau, avec différents niveaux de participation, différents niveaux d'implication et là, je l'ai mis sous forme de pyramide parce que, le niveau le minimum dans la participation, c'est au moins l'information. On estime quand même si ça peut être discuté, que l'information, c'est quand même un niveau de participation, mais qui est vraiment le plus bas, hein, donc le plus faible. Ensuite, on a la consultation, qui est un peu
un peu plus haut dans le degré de participation. La co-construction. Donc la co-construction, alors là, on a vraiment les parties prenantes qui vont pouvoir donner leur avis et participer à la construction du projet. Et puis le niveau plus haut, ce serait la co-décision, quand les parties prenantes décident ensemble d'un projet. Donc voilà, cette matrice, enfin, cette définition, elle permet, on le verra peut-être aussi avec Remo plus tard, mais dans un projet, de voir qui sont nos parties prenantes et puis à quel niveau elles sont, où elles se trouvent. Et à un moment donné, une fois qu'on a cette sorte de matrice, on peut se dire, OK, je suis conscient que, je ne sais pas, les bénéficiaires sont dans la consultation et ils ne sont pas dans la co-construction. Est-ce que j'aimerais qu'ils soient dans la co-construction? Si oui, comment je fais? Ou est-ce que c'est OK qu'ils soient là pour telle raison? Mais ça permet en fait de poser un peu son projet, de définir où se trouvent les acteurs et puis d'être au moins au clair sur où on est et où on n'est pas. Et c'est aussi ce que ce guide permet, c'est vraiment c'est pas juste de dire oui, on fait de la participation, mais c'est de dire ok, on en fait, mais de telle manière, avec tel partenaire, ou alors non, on n'en fait pas vraiment, et on est conscient de ça. Donc voilà, c'est aussi une aide après à la gestion du projet. Et c'est pas grave si c'est pas toujours le cas. Hein, c'est pas comme je disais avant, c'est pas une fin en soi. Mais ce qui est important, c'est de savoir où on est et à quel degré de participation on est ou on n'est pas. Next. La première étape de préparation, donc ça, on retrouve aussi dans ce document, c'est vraiment identifier le problème, la problématique d'un projet. Ensuite, c'est d'identifier les partenaires qui seraient volontaires, motivés pour représenter, pour participer et définir ce groupe de personnes qui sont concernées. Après, il y a vraiment la réunion de ces participants et l'important, c'est de préciser aussi le périmètre du projet. C'est très, très important aussi de dire ce qu'on va pouvoir faire ou ce qu'on ne va pas pouvoir faire quand on mène une démarche participative, pour pas faire croire ou amener des faux espoirs à des personnes qui, en fait, ne vont peut-être pas participer à la codécision, etc. Donc, c'est aussi très important d'être clair sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quel est l'objectif. Est-ce que c'est de juste recueillir l'avis des gens, ou est-ce que c'est vraiment qu'ils puissent participer aux choses, ou est-ce que c'est de faire une consultation parce que notre projet il existe déjà et on veut affiner certaines choses, ou est-ce qu'on est peut-être OK de le remettre complètement en question et de lui donner une toute autre direction. Et ça, c'est très important de le savoir dès le début et de le communiquer aussi. Quand on mène une démarche participative, c'est aussi important de comprendre les représentations des gens. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on comprend la même chose pour que tout soit partagé? Dans le guide, il y a aussi tout l'aspect voilà, de mettre en confiance, de savoir pourquoi on est là, que les gens se sentent libres de parler, que tout le monde est à la même place. Enfin voilà, il y a toute une technique aussi d'animation qui est extrêmement importante dans une démarche participative. Et puis, l'idée, c'est vraiment de pouvoir approfondir les besoins des personnes et de les entendre. Ce qui veut aussi dire d'avoir une certaine, de ne pas arriver avec un projet où on a déjà l'idée de comment il va être, et d'accepter que peut-être il va pouvoir être complètement modifié parce que les besoins qu'on a définis nous, c'est pas du tout ceux de la population concernée. Donc ça, c'est pas toujours possible d'avoir cette entre guillemets liberté ou de prendre ce risque parce qu'on peut peut-être partir dans des directions qui sont pas du tout celles qu'on imaginait. Et puis, évidemment, quand on mène une démarche participative, c'est aussi de voir de quelles ressources on a besoin. Ça peut être en temps, ça peut être en compétences, parce que quand on mène un projet, on n'a pas forcément toujours les compétences non plus d'animer, de se poser toutes ces questions, donc d'être bien entouré quand on prépare une démarche. Next. La deuxième étape, un peu plus pratique, donc c'est vraiment de planifier les actions, de définir qui va faire quoi et puis de créer un cadre pour que les gens puissent participer. Il y a
il y a plein de méthodes comme des Word Café ou voilà, il y a des techniques d'animation qui permettent de faire ça pour pouvoir après arriver à des propositions. Et là encore, il faut être sûr jusqu'où on veut aller quand on mobilise les gens. Est-ce que c'est une démarche sur le long terme? Est-ce que c'est une fois? Comment on va faire un retour, etc. Je ne vais pas entrer trop non plus dans le détail de ces étapes-là. Elles sont aussi dans le guide, mais je trouvais important de les aborder quand même rapidement. Verena, next. Merci. Et puis, évidemment, une étape toujours très importante dans la gestion de projet, et notamment participative aussi, c'est de toujours assurer le suivi, évaluer le processus, être clair aussi sur les prochaines étapes, et puis s'adapter aussi à ce qui ressort. On a vu aussi des démarches participatives où au bout de quelques années, les gens disaient mais nous, on n'a plus de temps, on n'a plus de ressources, donc on préfère faire comme ça et il faut recréer un nouveau modèle. Donc c'est aussi important de déterminer un temps et on fait pas de la participation tout le temps durant des années non plus. Next. Les avantages d'une démarche participative, c'est évidemment cette notion d'empowerment, parce que si le besoin vient des gens et qu'ils sont entendus et qu'on a pu toucher leur point de douleur, hein, évidemment que ça aura un impact aussi sur le long terme et sur leur capacité à prendre ce pouvoir-là sur leurs besoins. Donc, c'est clair que c'est un terme qui va dans le sens de l'empowerment. On répond aux besoins des bénéficiaires, ce qui est quand même l'objectif, donc c'est évidemment important, mais ce n'est pas toujours si évident, hein. Il y a aussi cette idée de cohésion sociale, d'égalité des chances, puisqu'un des enjeux aussi de la promotion de la santé et de la prévention, c'est de toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Et puis, en allant vraiment au plus profond des besoins des personnes, on part quand même de l'hypothèse qu'on va pouvoir, en aidant ceux qui en ont le plus besoin, ça va aider aussi les autres de toute façon. Ça demande aussi, on est vraiment dans aussi l'idée de la promotion de la santé dans toutes les politiques, de travailler de manière holistique sur les différents besoins et pas uniquement santé. Après, en promotion de la santé, c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a cet effet multiplicateur et puis cet effet aussi dans la durée, où même si c'est des processus qui prennent souvent plus de temps que simplement mettre en œuvre un projet de manière top-down, on sait qu'il y aura plus d'impact sur le long terme avec des démarches participatives. Next. Évidemment, il y a aussi des freins. On ne l'a pas beaucoup vu dans les mots que vous avez mis, c'est super, vous êtes positif. Mais il y a aussi parfois l'épuisement des parties prenantes. Donc, je pense c'est aussi important d'avoir des résultats ou de créer un dynamisme, parce que évidemment, si c'est une ou deux fois qu'il y a une rencontre, peut-être que c'est suffisant, mais en général, on a une seule chance quand on fait venir des gens qui donnent du temps. Personne n'a beaucoup de temps. Donc, si on se plante, si vous me passez l'expression, si ça ne marche pas bien, les gens vont plus revenir et on aura l'effet contre-productif. Parfois, ça prend aussi du temps, la participation, puisque c'est un processus. Et parfois, on n'a pas le temps, ou on a des pressions financières ou de temps et on n'arrivera pas à le faire. Donc, ça a aussi un coût. Souvent, il faut travailler avec d'autres partenaires, d'autres domaines qu'il faut aussi convaincre, qu'il faut expliquer. Il peut aussi avoir des fois des contradictions entre les intérêts individuels, collectifs de différentes collectivités. Je pense une chose aussi importante, c'est que ça peut remettre en cause la posture un peu traditionnelle ou d'expert, où on est plutôt top-down parce qu'on sait, on fait, on applique. Parce que pour avoir mené aussi des démarches participatives, parfois on est vraiment surpris de ce qui ressort et des besoins, et ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Et puis comment on fait avec ça? Parce que peut-être qu'on n'a pas un financement exactement pour la même chose. Voilà, ça peut créer aussi certains problèmes. Il faut aussi
parfois faire collaborer des personnes avec des postures ou des valeurs différentes, des milieux différents. Donc ça, c'est pas toujours facile. Sur le papier, c'est beau, mais c'est pas toujours évident. Il y a aussi la question de la vulnérabilité de certaines catégories et la difficulté aussi de trouver les personnes qui sont représentatives. On avait fait une démarche participative avec les jeunes, mais c'est qui les jeunes? Comme on met pas une annonce dans le journal, on recherche des jeunes. Donc voilà, c'est pas facile que les personnes aussi qui vont participer et donner de leur temps pour des démarches comme ça, même si ça vient de, elles vont venir aussi parce qu'on elles ont un intérêt à venir, mais c'est des personnes heu, qui vont peut-être, voilà, c'est peut-être les personnes qui ont le plus l'habitude de participer et c'est peut-être pas non plus celles qui en auraient le plus besoin. Ça, c'est aussi une difficulté qu'on a toujours. Et puis, ben, on a aussi, vu certains projets ou de personnes qui menaient des démarches participatives et puis, ou qui voulaient le faire parce que, justement, c'était une posture à avoir, c'est un élément important, mais qui ne savaient pas forcément le faire parce qu'on peut être un très bon, chef de projet, mais mener une démarche participative, et gérer tous les aspects, de l'organisation à l'animation, aux résultats, à la communication, bah, c'est encore autre chose et puis, c'est pas toujours, évident. Donc, il faut aussi, c'est pas juste quelque chose de sympa à faire, il faut vraiment aussi être conscient qu'il faut un contexte et des conditions cadres, pour faire ça. Next. On a tout un tas de questions aussi dans le guide sur les questions qu'on peut se poser avant de démarrer une démarche participative, si on a envie de le faire. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on vise avec ça? Pourquoi on veut le faire? Parce qu'on nous l'a demandé ou parce que c'est pertinent? Enfin voilà, c'est quoi l'objet de la participation? Est-ce que ça va être sur le long terme? Est-ce qu'on va pouvoir le reproduire? Quels sont les moyens qu'il faut? Quelles sont les ressources, et cetera. Donc, on a encore plein d'autres questions. Je les ai pas toutes mises là, mais c'est vraiment important aussi vraiment de se poser les questions avant de démarrer, la démarche participative. Next. Donc, voilà, ce guide a été conçu, permet, aux acteurs de terrain de l'utiliser, de s'y référer, d'avoir un langage, commun. Et puis, au niveau de Promotion Santé Suisse, on essaye aussi d'implémenter les démarches participatives, dans les projets, dans nos conditions cadres finalement. Donc on le fait, à travers les critères de soutien financier. Donc, pour ceux qui ont déjà rempli, les demandes pour les programmes d'action Cotonou, ou les soutiens de projets dans la prévention dans le domaine des soins, on a, certaines questions, certains critères qui touchent la participation. Et puis, bah, c'est aussi de pouvoir vérifier et puis de pouvoir retravailler ensemble comment on pourrait rendre un projet plus ou moins, participatif. On a aussi, ben, lié à ce guide, des formations qui ont été, développées par les cantons, latins. Je vais y revenir aussi. Hem Pour pouvoir s'approprier ça, parce que là, on a, 1 heure à peine pour parler de ça, mais évidemment que ça demande plus de temps, ça demande une interaction avec les partenaires, qui sont déjà des acteurs de promotion de la santé, et la formation est un enjeu important évidemment pour pouvoir, mieux s'approprier ces concepts et les mettre en œuvre. Et puis, ben, on a aussi des projets qui sont construits sur la participation, donc qui sont vraiment des projets, participatifs dans différents, domaines. Next. Donc, on a, en plus de ces soutiens et ces guides, de ces critères pour les projets, on a aussi tout un tas de documents. Donc on a un guide, on a une checklist, sur notre site internet. Tous les liens sont là, c'est toujours en 3 langues. On a aussi un webinaire sur la participation qui a été fait pour, les responsables, des PAC et les soutiens de projet. Et puis, on a une page, thématique qui parle de la participation avec différents groupes, spécifiques, avec, des vidéos. Enfin, on a tout un tas de matériel aussi qui peut être, utilisé pour aller plus loin. Next.
On a des rapports de base, on a des documents donc, sur l'égalité des chances, sur des aspects très pratiques. On a aussi nos rapports de base. On aura le rapport de base adulte qui va compléter aussi toute cette partie-là. Donc là, on retrouve tout ça avec des films, avec des pages thématiques. Voilà, je ne vais pas vous lister, mais sachez qu'il y a beaucoup de documents de référence aussi sur notre site internet. Next. On a aussi un pool d'experts en égalité des chances de la Croix-Rouge qui a vraiment travaillé aussi sur ces notions de participation. Donc là, vous avez aussi les liens si vous souhaitez en savoir plus sur concrètement comment c'est mis en œuvre. Next. Un peu plus vite parce que le temps passe. Une grande partie... oui. Next, ouais. Merci. Donc, je vous ai parlé de cette formation pilote qui existe dans les cantons latins. Donc, il y a 3 modules. Le module 1, c'est pourquoi faire de la participation. Donc, c'est ce que j'ai dit, mais avec un peu, un peu plus de temps pour vraiment le pratiquer et le développer. Il y a le comment faire de la participation, qui est évidemment quelque chose qu'on doit pratiquer, qu'on doit tester. Et puis, il y a toute une partie aussi pratique sur le travail sur les projets participatifs des personnes qui participent. Donc, c'est 3 demi-journées. Et puis, c'est des formations qui ont encore lieu cette année, qui est organisée par la CPPS, donc au niveau de la coordination des cantons latins en matière de prévention, promotion de la santé. Next. Il y a aussi une formation dans le CAS en promotion de la santé, santé communautaire à l'Université de Genève. Donc, beaucoup d'éléments que je vous ai ressortis du guide et dans la présentation viennent de cette intervention. C'est une journée dans le cursus. Je pense que c'est aussi important d'avoir une journée entière pour tester ça dans un CAS. Et puis là, je mène, je co-anime cette journée avec mes 2 collègues, Catherine Moulin-Rault de Promotion Santé Valais et Alexia Fournier de la CPPS et de Santé Psy. Donc, on a entre les 3 l'approche un peu plus théorique et puis plus pratique avec des techniques d'animation aussi précises. Je crois que Catherine est là parmi tout le monde, donc si elle veut réagir à un moment donné, elle pourra le faire. Next. Donc j'ai presque fini, mais juste avant de terminer, j'avais envie de vous poser une dernière question avant de laisser la parole à Remo. Donc, on va refaire le même principe qu'avant. Je vous pose la question, vous l'écrivez dans le chat et à 3, on l'envoie. Donc, après cette présentation, si vous deviez repartir avec un seul mot sur la participation, lequel serait-il? Donc, 3, 2, 1, je vous lis volontiers. Ouais, le positionnement, hein, la formation, le temps long, faire avec, l'adaptation, c'est complexe, l'anticipation. Oui, la posture. Ouais, super. Donc, on a vu que, voilà, on est plus sur la méthode, on est parti avec des mots plus sur l'importance de ce thème et les choses positives, et puis peut-être avec, à la fin de la présentation, des mots un peu plus sur les méthodes et la complexité aussi liée à ce thème. Merci beaucoup. Je m'arrête là pour l'instant et je passe volontiers la parole à Remo. Danke dir vielmals, Chloe. Du hast uns nun einen Rahmen zur Partizipation und Gesundheitsförderung gelegt und ich möchte gerne diesen Rahmen an einem konkreten Beispiel aus der Forschung weiterführen. Und zwar mit der Studie Voices in Youth Mental Health Research, also partizipative Forschung mit Jugendlichen an der Universität Basel. Dabei geht es um Jugendliche nicht nur als Zielgruppe, sondern als sogenannte Co-Forschende. Also Jugendliche, die zusammen mit uns mitforschen. Es geht um die Frage, was sich verändert, wenn Jugendliche nicht erst am Schluss gefragt werden, sondern von Anfang an mitbestimmen können.
Ein kurzer Hinweis, Sie können jederzeit in den Chat schreiben, Kommentare, Hinweise und ich werde sie gerne am Schluss dann kommentieren. Doch warum machen wir das überhaupt? Bevor wir zu den Fakten kommen, möchte ich euch dieses Kunstwerk zeigen von Emanuela, 15 Jahre alt. Wir sehen auf dem Boden eine Person liegen und daneben mehrere Flaschen. Darüber steht in Großbuchstaben: Wir kommen viel schneller an Drogen als an einen Termin beim Psychologen. Entstanden ist das Bild im Rahmen einer Projektwoche, bei der sich die Schülerinnen und Schüler frei entscheiden konnten, womit sie sich beschäftigen möchten. Und Emanuela hat sich für dieses Thema entschieden. Für mich persönlich war nicht unbedingt der Inhalt eindrücklich, weil wir wissen, dass die Situation nicht gut ist für die Jugendlichen, sondern vielmehr auch diese aktuelle Situation durch die Augen eines 15-jährigen Mädchens oder jungen Frau zu sehen und zu spüren, was bedeutet. Wir sehen auch, Jugendliche können sehr genau benennen, wo Angebote funktionieren und wo noch nicht. Das führt mich auch zu den Fakten, warum wir mehr Partizipation von Jugendlichen auch in der Forschung benötigen. Gerne auf die nächste Folie. Wir wissen sehr viel über psychische Belastungen und Gesundheit der Jugendlichen. Wir wissen auch, dass viele Jugendliche nicht dort ankommen, wo sie Unterstützung und Hilfe bekommen würden. Gründe, warum sie eigentlich die schwierigst zu erreichende Zielgruppe ist, dass es sehr viel Stigma gibt. Es hat fehlendes Wissen, sie haben wenig Vertrauen in Fachpersonen oder es gibt finanzielle oder weitere strukturelle Hürden. Für diese Präsentation ist mir aber ein Punkt besonders wichtig, denn die Angebote werden häufig für Jugendliche entwickelt, aber nicht mit ihnen. Auf der nächsten Folie, wenn Angebote besser zu den Jugendlichen passen sollen, reicht es nicht, sich in ihre Lebensrealität hineinzudenken, zu versuchen, sondern wir müssen sie direkt fragen oder noch besser direkt mit ihnen arbeiten, damit die Angebote auch in ihre Lebensrealität passt und sie in Anspruch nehmen können. Genau hier setzt das sogenannte Patient and Public Involvement an oder kurz PPI. Es bezeichnet einen strukturierten Einbezug von der Zielgruppe, in unserem Fall jetzt die Jugendlichen, damit wir nicht über sie reden, sondern mit ihnen reden, also sehr ganz partizipativ. PPI ist ein vielversprechender Weg, um Forschung näher an den Perspektiven Jugendlicher auszurichten, um daraus Präventionsmaßnahmen abzuleiten, die besser zu ihrer Lebenswelt passen. Die Evidenz zeigt klar, PPI mit Jugendlichen ist machbar und kann positive Effekte haben. Nicht nur für die Jugendlichen selbst, sondern auch für die Forschenden und die ganzen Forschungsprozesse. Gleichzeitig ist diese Form der Beteiligung in der Gesundheitsforschung noch sehr selten. Weltweit sind gerade mal 1% der entsprechenden Studien beziehen die Betroffenen aktiv mit ein. Besonders im Bereich von Youth Mental Health und im Schweizer Kontext gibt es noch wenig Erfahrung mit echter Partizipation. Chloe hat es schon angeführt, was bedeutet überhaupt Partizipation? Wir für diese Studie nutzen das Stufenmodell nach Wright. Und ich möchte diesen Gedanken, dass Partizipation mehr sein soll und muss als einfach nur ein Schlagwort, will ich es für die Forschung etwas zuspitzen. Entscheidend ist, welche realen Einfluss und Entscheidungsmöglichkeiten Jugendliche tatsächlich haben. Das Stufenmodell nach Wright zeigt klar, dass eine Einbeziehung von Jugendlichen allein noch keine Partizipation ist. Es ist eine Vorstufe der Partizipation. Also in diesem Modell haben wir einen kleinen Unterschied zu der Aufzählung von Chloe, aber es ist sehr nahe. Und hier habe ich versucht, zu jeder Stufe einen Slogan oder ein Zitat zu finden, der klar zeigt, dass eine simple Einbeziehung der Zielgruppe bedeutet, also also wir Forschende lassen uns von euch beraten und laut diesem Stufenmodell handelt es sich hier noch um keine Partizipation. Erst auf der Stufe darüber, der sogenannten Mitbestimmung, beginnt sie. Hier verhandeln wir gemeinsam. Noch weiter oben gibt die Projektleitung auch einen gewissen Teil ihrer Entscheidungskompetenzen ab oder überträgt den Jugendlichen in einem klar definierten Rahmen auch Verantwortung.
Deshalb ist Partizipation nicht einfach eine Methode, sondern eine Machtfrage, eine Frage der Entscheidungsmacht. Wer hat sie nicht? Es geht darum, Jugendliche anzuhören. Es geht darum, die Entscheidungsspielräume zu öffnen. In der Forschung kann das beispielsweise so aussehen. Hier links seht ihr vereinfacht die Forschungsprozess, angefangen mit der Forschungsfrage, dem Studiendesign, zur Datenanalyse bis hin zur Evaluation und Dissemination. PPI, also das Patient and Public Involvement, kann an vielen Stellen in diesem Forschungsprozess stattfinden. Bei der Wahl der Forschungsfrage, auf welche Art sollen wir überhaupt, oder können wir rekrutieren, und bis hin zum Entscheid, wie Forschungsergebnisse in der Öffentlichkeit Beachtung finden oder zurück in die Praxis angewendet werden können. In unserer Studie an der Universität Basel verstehen wir Partizipation also nicht als einmalige Rückmeldung von Jugendlichen, sondern als wiederkehrende Zusammenarbeit über den Forschungsprozess hinweg. Kurz zu unserer Abteilung. Wir sind eine kleine Abteilung jetzt mit rund 12 Personen und wir forschen zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und mit der Studie Voices in Youth Mental Health Research, das ist unser erster Versuch, Partizipation strukturell in unserer Abteilung aufzubauen in Form eines Jugendforschungsrats. Dazu rekrutieren wir 8 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Ziel ist, dass die Mitglieder des Forschungsrats, eben die sogenannten Co-Forschenden, an möglichst vielen laufenden und auch zukünftigen Studien unserer Abteilung beteiligt sein werden. Nicht als Studiensubjekte, sondern als Mitarbeitende. Gleichzeitig untersuchen wir qualitativ, wie diese Zusammenarbeit überhaupt funktioniert. Aktuell schließen wir gerade die Rekrutierung für den Jugendforschungsrat ab. Hier auf dieser Folie zeigen wir, was wir überhaupt herausfinden wollen. Wie gesagt, ob und wie partizipative Forschung bei uns gelingen kann und wie diese Art der Zusammenarbeit von den Jugendlichen und von den Forschenden akzeptiert wird. Weiter wollen wir besser verstehen, was Jugendliche überhaupt motiviert, sich auf eine solche Rolle als Co-Forschende einzulassen und wie wir auch künftig entsprechende Rekrutierungswege verbessern können. Auf der nächsten Folie zeige ich euch, wie die Co-Forschenden konkret mitarbeiten können. Wichtig ist auch, wir planen bewusst informelle Begegnungsräume für das Community Building innerhalb des Forschungsrats. Denn Zusammenhalt entsteht nicht nur durch gemeinsames Arbeiten, sondern auch über Beziehung und Vertrauen. Auch hier haben die Jugendlichen ein Mitspracherecht, wie das genau gestaltet sein soll. Sei dies im Sommer zum Beispiel mit einem Picknick am Rhein bei uns in Basel oder im Winter mit einem gemeinsamen Schlittschuhlaufen. Also auch diese Anführungszeichen banalen Dinge sind sehr wichtig, damit die Gruppe auch das nötige Vertrauen hat. Übrigens auch für diese heutige Veranstaltung haben wir die Jugendlichen gefragt für eine Co-Moderation, aber aufgrund von Schule, Terminkollisionen etc. war das heute leider nicht möglich. Dann auf der nächsten Folie zeige ich euch, dass Voices nicht nur eine Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen und Forschenden ist, sondern wir lassen uns zusätzlich auch von einem Advisory Board begleiten. Darin sind Perspektiven aus Jugendpartizipation, Jugendarbeit, Peerarbeit, Evaluation, Patienten- und Patientinnenbeteiligung und der Praxis vertreten. Das hilft uns und mir, die Umsetzung immer wieder zu spiegeln, blinde Flecken zu erkennen und nicht nur aus einer rein universitären Logik herauszudenken. Auf der nächsten Folie habe ich kurz zusammengefasst, was Chloe auch schon geschildert hat. Partizipation ist anspruchsvoll. Es klingt immer sehr schnell sehr positiv und das ist Partizipation grundsätzlich auch, aber man muss sich bewusst sein, dass sie Zeit braucht, Ressourcen braucht, Beziehung braucht und sehr, sehr viele Gespräche und Klärungen. Und sie wirft auch sehr unbequeme Fragen auf. Wie viel Entscheidungsmacht wollen wir als Projektleitende wirklich abgeben? Müssen beteiligte Jugendliche repräsentativ sein? Und ist mehr Partizipation auch immer besser oder kann mehr Beteiligung auch zu Überforderung führen?
Gerade auch in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen müssen Offenheit und Verantwortung der Forschenden sorgfältig und immer wieder austariert werden. Die ersten Learnings auf der nächsten Folie, genau hier. Der Jugendrat ist, wie schon gesagt, nicht nur einfach eine Methode, es ist eine soziale Gruppe. Community Building ist deshalb sehr zentral und gleichzeitig brauchen nicht nur die Jugendlichen für Vorbereitung und Training, also dass wir ein gemeinsames Verständnis von Forschung haben, sondern auch wir Forschenden und Projektleitenden. Auch wir müssen lernen, wie gehen wir damit um und wie gehen wir auch so mit den Jugendlichen um, damit wir sie nicht, sehr wenig beeinflussen. Keine Beeinflussung ist nicht realistisch, aber das trotzdem bewusst zu sein, dass egal, was wir mit den Jugendlichen Schulen anschauen, dass es immer eine gewisse Beeinflussung gibt. Und partizipativ zu arbeiten heißt auch, die eigene Rolle immer wieder zu reflektieren. Und wir merken auch, Offenheit allein reicht nicht. Es braucht Struktur und gleichzeitig genug Raum, damit die Jugendlichen wirklich eigene Themen setzen können. Also kurzum, wenn wir die Jugendlichen ernst nehmen, sollten wir sie nicht nur am Schluss fragen, ob unsere Studien, Informationen und Angebote passen, sondern wir müssen sie von Anfang an beteiligen. Bereits in der Forschung und noch besser bei der Konzeption von Studien. Und genau das versuchen wir mit Voices. Sicher nicht perfekt, aber bewusst, lernend und mit der Bereitschaft, Entscheidungsspielräume tatsächlich zu öffnen. Und das Schöne ist und das Wichtigste ist auch, die Bereitschaft der Jugendlichen ist da. Gemeinsam mit ihnen lernen wir nun, wie partizipative Forschung gelingen kann. Besten Dank. Vielen Dank, wunderbar. Danke euch beiden für die spannenden Vorträge und Einblicke in eure Arbeit. Und ich würde jetzt gern eigentlich die Runde nochmal öffnen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber so 5 Minuten auf jeden Fall bleiben noch für eventuelle Fragen. Bisher sehe ich im Chat eigentlich keine Fragen. Also gern im Chat noch Fragen ergänzen, weil wie gesagt, das Mikrofon können Sie leider nicht einschalten. Aber in der Zeit, in der Sie vielleicht noch Fragen in den Chat stellen, hätte ich einfach noch eine an euch. Also eben, wir hören ja immer wieder dann, oder Chloe, du hast gesagt, Erhaltung ist wichtig und Ausbildung ist wichtig, Ressourcen sind wichtig, habt ihr ja beide genannt. Eben welche Voraussetzungen können wir, also einerseits Gesundheitsförderung Schweiz oder eben auch die Hochschulen oder welche anderen Akteure braucht es noch, um die Voraussetzungen besser zu machen in der Praxis, damit Partizipation gelingen kann? Remo, willst du antworten, oder? Also das ist eine große Frage, die wir auch immer wieder stellen. Und ich persönlich bin der Meinung, es muss vor allem eine strukturelle Änderung geben. Also gerade in der Forschung, wenn wir ins Ausland schauen, wenn wir Grants beantragen, also wenn wir Forschungsgelder wollen, ist oftmals im englischsprachigen Raum die PPI, also eine Beteiligungsgruppe, Voraussetzung, dass wir uns überhaupt bewerben können. In der Schweiz ist das sehr selten der Fall. Das heißt, hier hätten wir eigentlich den einfachsten Hebel, das einfach als Voraussetzung zu machen. Das wäre der einfachste Weg. Und das andere Problem ist auch, wenn wir PPI schon vor der Einreichung von Forschungsgeldern beteiligen müssen, ist es natürlich eine finanzielle Frage auch, weil die Beteiligten sollten bezahlt werden. Wenn die Forschungsgelder dann nicht gesprochen werden, wer bezahlt dann diese Beteiligung? Also dort gibt es auf struktureller Ebene noch sehr viele Fragen, die eine Antwort benötigen. Peut-être aussi pour compléter, je pense que c'est vraiment important aussi de comprendre cette notion et de voir comment elle peut être mise en œuvre dans le jargon, dans le quotidien en fait de la promotion des personnes qui travaillent dans la promotion de la santé en particulier. Hein. Après, c'est une méthode, je pense, qui est utile pour beaucoup de choses. Et parfois, c'est pas non plus de dire on fait un projet qui soit participatif de A à Z, mais ça peut être aussi de questionner certaines parties du projet en disant est-ce qu'on va le tester aussi auprès de certains publics, du public cible ou auprès de certaines personnes
personnes pour sortir de notre cercle, hein, parce qu'on est souvent avec des personnes qui sont un peu du même milieu, qui travaillent un peu dans le même domaine, etc. Et puis des fois ça peut être aussi une consultation à travers un questionnaire, à travers un focus group. Donc, je pense que c'est pas toujours nécessaire d'avoir une démarche qui soit participative jusqu'à la codécision, parce que réalistiquement, c'est pas toujours c'est pas toujours le cas. Mais par contre, d'avoir quand même des fois d'aller chercher sur le terrain ses besoins d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de manière qualitative, quantitative. Et voilà, donc d'une part de sensibiliser à ça, et puis d'autre part peut-être de démystifier. C'est pas forcément une immense démarche et de le faire picobello de A à Z, mais de faire aussi certaines parties pour aller chercher les besoins, parce que souvent là, on se rend compte quand même que on peut faire ressortir cette information assez bien. Mhm. Okay, vielen Dank. Jetzt kamen noch ein paar Fragen rein, die würde ich versuchen noch zu stellen. Also an Remo Schraner war noch die Frage, erfolgt die Partizipation ohne Einbeziehen der Erziehungsberechtigten? Welche Rolle haben Erziehungsberechtigte? Und vielleicht gleich noch die zweite Frage, inwiefern ihr bei der Rekrutierung auf unterschiedliche soziale Hintergründe geachtet habt. Ja, also die Erziehungsberechtigten werden nicht einbezogen, sie werden informiert, und sofern die Jugendlichen wollen, dass sie einbezogen werden, können sie natürlich einbezogen werden. Aber es ist ein bewusster Entscheid, weil ab 14 Jahren, gerade in der Forschung, können die Jugendlichen selbst entscheiden, ob sie mitmachen wollen oder nicht, und wir wollen sie auf Augenhöhe begegnen und nicht im Zusammenhang mit den Erziehungsberechtigten. Aber wie gesagt, sie werden einbezogen eher auf Informationsebene. Dann bei der Rekrutierung, das war uns von Anfang an bewusst, dass es schwierig sein wird. Wir haben nicht den Anspruch, dass die PPI-Gruppe repräsentativ für die Jugendlichen sind, weil die Repräsentation läuft immer noch über klassische Wege wie die Literatur, unsere Einschätzung etc. Bei der PPI-Gruppe geht es eher darum, dass wir eine Übersetzung für den Alltag haben eigentlich. Wir haben sehr viele Jugendliche, die sich gemeldet haben. Wie gesagt, wir haben 8 Plätze. Es haben sich um die 30 gemeldet. Entsprechend haben wir jetzt den Luxus, aus den verschiedenen Ausbildungen, Regionen etc. Personen aussuchen zu können. Aber es zeigt sich, dass vor allem Jugendliche aus akademischen Häusern, Elternhäusern sich gemeldet haben und sehr wenige, die eine Lehre haben, in einer Lehre sind, gerade auch, weil die zeitliche Verfügbarkeit halt dort begrenzt ist. Mhm. Vielen Dank. Und eine Frage noch an Gesundheitsförderung Schweiz. Weshalb wird bei der eben Gesundheitsförderung Schweiz Information bereits als Stufe der Partizipation gesehen? Oui, c'est une question qu'on a souvent, qu'on a débattue aussi, qui n'est pas si évidente, mais je pense que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que on travaille beaucoup avec les multiplicateurs, et puis pas toujours avec la population directement concernée. Et puis un travail participatif peut se faire avec les multiplicateurs. Et parfois c'est suffisant, enfin selon les projets, on estime qu'on peut faire un travail même de co-construction avec les multiplicateurs qui connaissent eux suffisamment bien la population avec qui ils ont un contact pour pouvoir développer quelque chose. Et puis parfois, justement, cette population-là aura uniquement l'information. Mais derrière, il y a aussi eu ces étapes de co-construction, voire de co-décision avec d'autres parties prenantes qui font partie du processus. Donc, on l'a quand même mis comme information parce que oui, pour nous, ça fait partie quand même du processus, mais évidemment, il faut bien définir ce qu'on entend par information. C'est pas uniquement de voir un placard, une affiche, et puis on se dit les gens sont informés. C'est quand même une démarche un peu plus loin. Et puis on estime que souvent c'est parce qu'il y a les multiplicateurs ou les autres personnes, les autres parties prenantes qui, elles, ont été plus engagées. Parce qu'on peut aussi dire que c'est un moyen des fois sur lequel qui est peut-être plus facile, c'est de travailler avec, je ne sais pas si on parle, si on veut faire quelque chose sur les femmes enceintes, plutôt que de discuter directement avec des femmes enceintes, on peut peut-être aussi travailler avec des sages-femmes, avec différentes personnes qui travaillent ou qui sont en contact avec les femmes enceintes très variées.
et qui vont pouvoir relever leurs besoins. Donc, on passe un peu par cette étape de multiplication. Voilà, ça répond peut-être un peu à cette question qui est, que je comprends. Oui. Wunderbar. Vielen Dank für die weiteren Fragen. Haben wir leider keine Zeit mehr. Wir wollten einigermaßen pünktlich beenden. Ich wollte, also vielen Dank an euch beide für den Einblick in eure Arbeit und auch den wertvollen Beitrag jetzt in dem Programm zur Ringvorlesung. Und eben, ich denke, eventuell könnten auch Interessierte sich direkt bei euch nochmal melden, falls noch einzelne Fragen bestehen. Und eben die Unterlagen werden ja hochgeladen. Genau, hier nochmal der Hinweis auf die folgenden Vorlesungen. Im Juni vor dem Sommer sehen wir uns noch einmal zum Thema Mental Health. Heute Herausforderung zwischen Prävention und Behandlung. Und eben es folgen dann noch 3 weitere, also insgesamt noch 4 Veranstaltungen im Rahmen der Ringvorlesung. Gerne wieder anmelden über Public Health Schweiz, die Homepage. Und ich möchte auch gerne nochmal auf das Dachnetzwerktreffen Gesundheitsförderung am 11. und 12. September hinweisen an der ZHW in Winterthur. Wir haben wirklich sehr renommierte Keynotes finden können mit Ilona Kickbusch, Kevin Dadaczynski und Katharina Böhm. Würde mich freuen, wenn Sie da teilnehmen und wir uns weiter kritisch mit der Gesundheitsförderung auseinandersetzen können. Und dabei führen wir auch eine Umfrage durch zum Status quo und Entwicklungsperspektiven der Gesundheitsförderung, also auch gern an der Umfrage teilnehmen und noch streuen, einfach um so eine Einschätzung zu bekommen, inwiefern Gesundheitsförderung oder Ottawa-Charter Anliegen im Dachraum umgesetzt werden. Des Weiteren noch kurz ein paar Hinweise für weitere Veranstaltungen von Public Health Schweiz. Schon im Juni gibt es ein weiteres Webinar zu Global Health, also One Health, Infectious Disease and Planetary Instability und die weiteren schon angekündigten Veranstaltungen. Und wenn Sie Interesse haben, weiter darüber hinaus, dann gern Mitglied werden bei Public Health Schweiz und dann noch viel besser bei der Fachgruppe Gesundheitsförderung und Prävention. Dann können wir auch die nächsten Jahre einstehen für Sichtbarkeit, mehr Sichtbarkeit der Gesundheitsförderung und Prävention in der Schweiz. Und dann möchte ich mich eben bei allen Akteuren und Beteiligten Gesundheitsförderung Schweiz, SSPH Plus und Public Health Schweiz nochmal bedanken für die Ermöglichung dieser Ringvorlesung. Und dann wünsche ich Ihnen allen noch einen guten Appetit und einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Dankeschön, tschüss. Ciao.